Précédemment, on a vu comment les réseaux CNN utilisaient des filtres de convolution pour effectuer l'extraction de caractéristiques, de features. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut factoriser ce filtre de convolution afin d'accélérer le calcul et aussi de réduire les besoins en mémoire des CNN. La convolution depthwise separable va remplacer directement les convolutions standards. De cette façon, on va être capable de réduire le temps de calcul ainsi que le nombre de paramètres, donc consommer moins de mémoire sur nos cartes graphiques. On va faire ces opérations en deux temps. Premièrement, on va faire une convolution qu'on appelle depthwise, qui va impliquer des filtres de taille f par 1. Donc, notez comment la troisième dimension ici n'est plus égale au nombre de canaux, comme on voit ici en C. Ensuite, la couche suivante va faire une opération de convolution dite pointwise qui va être constituée de filtres 1 par C. Ces filtres vont être utilisés dans de nombreuses architectures, notamment les réseaux de type MobileNet qui sont utilisés pour les appareils mobiles comme les cellulaires, mais aussi pour les architectures modernes comme EfficientNet qui visent à atteindre un degré d'efficacité tel que l'on puisse avoir des réseaux plus gros avec une demande en calcul plus faible. Comparons maintenant la convolution standard avec la convolution dite depthwise separable. Dans la convolution standard, on avait un filtre de taille, par exemple 5 par 5 par 3, où la troisième dimension du filtre correspondait à la même grandeur que la troisième dimension de notre tenseur d'entrée. On a simplement appliqué ce filtre sur les entrées correspondantes du tenseur pour obtenir une valeur. Mais c'est une seule opération. Lorsqu'on va faire la convolution depthwise, on va le séparer en deux opérations. La première opération, c'est de faire une convolution dite depthwise. Et ici, notez, notre filtre, il est de 5 par 5, comme dans la situation ici. Mais notez la troisième dimension. Vous voyez, c'est 1 comparativement à 3. Ce qu'on va faire, c'est convoluer ce filtre, mais uniquement sur les entrées qui correspondent ici à la tranche en bleu. Donc, seulement sur un feature map, pas sur le deuxième ni sur le troisième. Et encore une fois, on va obtenir une seule valeur puisqu'on va faire le produit scalaire entre les entrées de la matrice ici et une sous-matrice du tenseur d'entrée de la première tranche ici de notre tenseur d'entrée. C'est important, et je le répète, la convolution depthwise, donc je vais appliquer un filtre sur une des tranches ici de notre tenseur d'entrée. Comme on voit dans l'animation, on le promène, on fait cette convolution pour obtenir ici, en sortie, un feature map. Et après ça, on se débarrasse de notre filtre. L'illustration que j'ai faite, c'était donc pour un filtre qui s'appliquait sur une des tranches de notre tenseur d'entrée. Comme notre tenseur d'entrée va avoir C canaux, comme on voit ici, donc si vous voulez C tranches, eh bien, on va utiliser autant de filtres qu'il y a de canaux ici. Et les filtres vont tous être des filtres de 1 par 1. Donc, je prends ici le premier filtre en bleu. Je fais la convolution sur la première tranche ici. Je vais obtenir un feature map pour ce filtre. Ensuite, je vais prendre le deuxième filtre pour convoluer maintenant sur la deuxième tranche. Notez ici, on va convoluer sur la deuxième tranche, ce qui va me donner un deuxième feature map, et ainsi de suite. Je vais prendre donc les C filtres pour faire C feature map. La dimension en H et en W va dépendre si je fais du padding ou non, mais notez comment ici la troisième dimension du tenseur de sortie va être identique à celle-ci puisque j'ai utilisé ces filtres. Et rappelez-vous, la troisième dimension d'un tenseur de sortie d'une couche de convolution correspond au nombre de filtres appliqués. Donc, ceci est la première opération qui est dite le depthwise convolution. Et bien évidemment, les deux valeurs de tenseur ici, la troisième dimension, vont être identiques. La deuxième opération va s'appeler l'opération pointwise convolution. Et à ce moment-là, on va simplement prendre des filtres de convolution 1 par C. Rappelez-vous, la troisième dimension est souvent ignorée. Il doit correspondre à la taille du tenseur d'entrée. Donc, ce tenseur-là qui était la sortie de la depthwise convolution devient maintenant l'entrée de la couche de pointwise convolution. Je vais avoir K-filtres de convolution 1 par 1 qui vont venir donc s'appliquer ici sur chacune des fibres de mon tenseur d'entrée. Et comme je vais avoir K-filtres, je vais donc avoir K-feature map en sortie ici. Donc, convolution standard. Donc, vous voyez, mon tenseur maintenant a K-feature map en sortie ici puisque j'applique K-filtre. Notez que les dimensions ici H et W demeurent inchangées. Pourquoi? Parce que lorsque j'utilise un filtre de 1 par 1, eh bien, je n'ai pas besoin de faire de padding. J'ai automatiquement la même dimension spatiale H et W qu'en entrée. Vous voyez ici
les deux opérations qui sont illustrées. J'ai tout d'abord ma banque de filtres depthwise. Les filtres vont de taille F par 1 et je vais donc avoir autant de filtres ici qu'il y a de canaux dans l'entrée de la couche de convolution. Par la suite, lorsque je vais faire la convolution pointwise, essentiellement ce que ça veut dire, c'est de venir prendre ce filtre-là et de le multiplier par cette valeur-là si vous voulez. Donc, c'est l'équivalent lorsqu'on fait du depthwise. Si je combinais les deux couches ensemble, c'est de prendre un filtre de F par C pour lequel la première tranche ici du filtre F par F correspond à la valeur de ce filtre-là ici, pondéré par la valeur ici. Et la même chose, la deuxième entrée ici de mon filtre F par C serait la valeur des entrées ici dans ce filtre-là, pondérée par la valeur ici de mon filtre pointwise, de un des filtres pointwise. Donc, vous voyez, l'équivalent, c'est de le voir comme étant un filtre de F par C que j'ai factorisé en deux morceaux, ce morceau-ci et ce morceau-là. Pour les autres filtres, parce que vous rappelez-vous, je vais avoir K filtre 1 par C. Donc, j'aurais l'équivalent d'avoir K filtre ici équivalent de F par C. La raison pour laquelle j'ai moins de paramètres, c'est que c'est une factorisation. Je n'ai pas autant de degrés de liberté que si j'avais réellement K filtre de F par C. Ici, il va y avoir des corrélations entre les différents filtres. Donc oui, j'ai perdu un peu de liberté parce que j'ai factorisé, mais par contre, j'ai gagné beaucoup en vitesse et aussi, j'ai gagné beaucoup en stockage. Et je le répète, on va avoir K de ces filtres. Je disais tout à l'heure qu'on va économiser en temps de calcul lorsqu'on va utiliser ces convolutions depthwise separable, comme je le répète, se font en deux opérations. Si on regarde des opérations sur un tenseur d'entrée de HWC avec zéro padding pour faire le tout plus simple, si on prend la convolution standard, ce qu'on voit donc, j'ai K filtre de F par C et le temps de calcul va être de CF carré HWK. Comme on arrive à ce nombre-là, bien, premièrement, l'opération de convolution de ces filtres-là va être nécessairement proportionnelle à K, puisque je vais appliquer les filtres. Maintenant, j'ai F fois C, opération de multiplication pour chaque application d'un filtre sur mon tenseur d'entrée. Donc, vous voyez le terme ici, CF carré. Et on va faire coulisser ce filtre-là de façon convolutionnelle, H fois W fois pour couvrir toutes les positions du tenseur d'entrée. Donc, c'est la raison pour laquelle le temps de calcul, si vous voulez, est proportionnel à CF carré HWK. Maintenant, si on regarde pour la convolution depthwise separable, eh bien, premièrement, je vais avoir C filtre F par 1 et je vais avoir K filtre de 1 par C. Le temps de calcul pour les fils de F par 1, on sait que ça va être proportionnel à C puisque j'ai ces filtres à appliquer. Chaque filtre appliqué à une position dans le feature map va prendre F carré multiplication et on va appliquer le filtre H fois W qui correspond à toutes les positions possibles dans le tenseur d'entrée. Donc, le temps de calcul pour la partie depthwise va être de CHWF carré. De la même façon, l'application de K filtre de 1 par C, eh bien, on sait que ça va être proportionnel à K, puisqu'on va appliquer K filtre. Chaque filtre, lorsqu'on l'applique à une position dans le feature map, dans le tenseur, va prendre C multiplication. Et on va appliquer ce filtre-là, H fois W fois pour notre tenseur d'entrée. Ce qui nous donne donc CHWK multiplication. Si on compare maintenant les deux, la convolution standard ici et la convolution depthwise, ce qui est intéressant, c'est vraiment, bon, si on le factorise, vous voyez, ça me donne CHWF plus K. Si je fais le ratio maintenant entre ce terme-ci et ce terme-là, ce qu'on va voir, c'est le terme W et H vont venir s'annuler. Le terme C aussi va venir s'annuler. Donc, ce qui nous reste au final, le ratio entre le nombre de multiplications faites en depthwise divisé par le nombre de multiplications faites dans une convolution standard, ça va être égal à F carré plus K divisé par F carré fois K ou 1 sur K plus 1 sur F carré. Si on fait l'hypothèse que K est beaucoup plus grand que F carré, rappelez-vous, K, c'est le nombre de filtres et on voit souvent des couches convolutionnelles qui vont avoir 64 filtres, 128, 256. Alors que F est généralement autour de 3, donc 3 carré, c'est 9, eh bien, ça fait que le terme ici, on peut le négliger. Et ce qu'on voit, c'est que la convolution depthwise est F carré plus rapide, donc 9 fois plus rapide que la convolution standard. De la même manière, on peut analyser le nombre de paramètres nécessaires pour stocker les filtres pour des couches de convolution standard versus des couches de convolution depthwise separable. Même raisonnement, si j'ai K-fil de F par C, le nombre de paramètres va de CF carré, alors que pour
le filtre Depwise Separable, qui, je le répète, est fait en 2 couches. Une couche qui va commencer par faire des opérations depthwise et après ça, des opérations pointwise. Donc, si j'ai ces filtres de f par 1, c'est-à-dire que j'ai cf carré paramètres pour les filtres depthwise. Et pour les filtres pointwise, ben, ça va être k filtre de 1 par c. Chaque filtre va avoir ses paramètres. Donc, k fois c. Ce qu'on voit ici, cf carré plus ck, kc si vous préférez. Encore là, même raisonnement, si je divise le nombre de paramètres depwise separable par le nombre de paramètres d'une convolution standard, eh bien, ce qu'on va venir voir apparaître, c'est exactement le même ratio, toujours sur la même hypothèse que k est beaucoup plus grand que f carré, et je le répète, k c'est souvent 64, 128, 256. Donc, encore là, on voit ici, si j'utilise des filtres de 3 par 3, ça veut dire que le nombre de paramètres que j'ai besoin de stocker pour une couche depwise separable qui est composée d'une couche depthwise et d'une couche pointwise. Donc, ça va être 9 fois moins de paramètres. Donc, 9 fois plus rapide à calculer et 9 fois moins de paramètres à stocker. En résumé, la convolution depthwise separable est une forme de factorisation des convolutions CNN. On va avoir une couche qui va faire l'opération de convolution depthwise, qui est composée de filtres de taille f par 1, et une couche de convolution pointwise, qui va utiliser des filtres de taille 1 par c, pour simuler, lorsqu'on les combine ensemble, des filtres de f par c, qui sont les filtres de convolution classiques. Ce qu'on a vu, c'est que j'obtiens un facteur de réduction de 1 sur f carré, où je le répète encore, f est généralement 3 dans les filtres, des filtres 3 par 3, c'est ce qu'on a vu. La plupart des architectures maintenant utilisent des filtres de 3 par 3. Donc, réduction d'un facteur 9 pour le temps de calcul et le nombre de paramètres. Et de nombreuses architectures modernes les utilisent, notamment MobileNet pour les appareils cellulaires. Ça peut être aussi pour des systèmes embarqués comme des Raspberry Pi, et aussi EfficientNet, qu'on va voir immédiatement, qui représente l'une des meilleures architectures pour faire du deep learning avec des CNN. Passons maintenant aux réseaux de type EfficientNet qui ont été développés en 2019. Les réseaux EfficientNet ont en 2019 établi un nouvel état de l'art sur le jeu de données de Large Scale Visual Recognition Challenge avec une erreur en top 5 de 1,3%. Ce qui est intéressant avec EfficientNet, c'est qu'ils ont été créés suite à une étude systématique de la mise à l'échelle des réseaux, c'est-à-dire de déterminer avec un budget de calcul fixe quelle serait la meilleure architecture. Si on se rappelle, on peut définir l'architecture selon plusieurs paramètres. Par exemple, la résolution de l'image en entrée, ce serait la taille, height et width de l'image. Donc, plus de pixels devrait normalement améliorer les performances de classification. On peut aussi mettre plus de couches dans notre réseau, donc augmenter la profondeur, ou bien augmenter ce qu'on appelle la largeur, qui n'est pas à confondre avec le terme WIC, mais plutôt le nombre de filtres qu'on a dans une couche de convolution. Rappelez-vous, la taille de la troisième dimension du tenseur de sortie d'une couche de convolution est proportionnelle au nombre de filtres dans cette couche. Alors ici, vous avez 3 paramètres sur lesquels on peut travailler pour grossir nos réseaux. Donc, est-ce qu'on veut augmenter la largeur du réseau? Rappelez-vous, on avait vu avec Wide Residual Network, WRN. Cet article se concentrait sur mettre plus de filtres par couche au lieu d'augmenter la profondeur. On peut aussi augmenter la profondeur, c'est une façon d'augmenter la puissance. Et finalement, la résolution, comme je le disais. Ce qu'on va voir, c'est qu'on finit par saturer dans les performances lorsqu'on pousse un réseau, une architecture de réseau, dans une direction particulière et non pas les autres. Conséquemment, les réseaux EfficientNet, ce qu'ils tentent à faire, c'est de faire un équilibre entre la résolution, la profondeur et la largeur, de sorte à maximiser les performances du réseau en termes de classification, par exemple, en fonction d'un budget fixe. Donc, est-ce que je devrais mettre mon budget de calcul en profondeur, en résolution ou en largeur? Suite aux expériences, ils ont établi une règle de mise à l'échelle. Donc, en fonction du paramètre phi qui vient dicter la grandeur du réseau qu'on désire obtenir, eh bien, on devrait avoir une profondeur qui est essentiellement proportionnelle à alpha phi, une largeur qui est proportionnelle à bêta phi et une résolution qui est proportionnelle à gamma phi, de manière à ce que alpha fois bêta carré fois gamma carré soit environ égal à 2. De sorte à avoir une certaine constance au niveau du calcul, puisque le calcul va être proportionnel à la profondeur, va être au carré de la largeur et
au carré aussi de la résolution. Donc, c'est pour ça qu'on voit le terme ici, pour tenir compte du fait que le terme bêta va avoir un plus grand impact sur le calcul que le terme alpha. Bien entendu, tous ces termes ici doivent être supérieurs ou égal à 1. En effet, comme je le disais, pour le calcul, on voit que le nombre d'opérations point flottant va être proportionnel à la profondeur, la largeur au carré, ainsi que la résolution au carré. Comment ont-ils établi ces valeurs de alpha, bêta et gamma? Eh bien, ils les ont trouvées à l'aide d'une recherche en grille. Ce sont des hyperparamètres. Pour la version de base, donc la version EfficientNet B0, ils ont identifié que alpha est égal à 1.2, bêta est égal à 1.1 et gamma est égal à 1.15, donne d'excellents résultats. Un excellent compromis entre la quantité de calcul qui est effectuée par le réseau et la performance, par exemple, l'erreur de classification en top 1. Le terme phi est ce qu'ils appellent le compound coefficient, qui va nous permettre de choisir des architectures plus grandes. Par exemple, on peut avoir EfficientNet B1, EfficientNet B2, B3, et ainsi de suite. Le terme numérique suivant le B nous indique la grandeur du réseau qui va être choisi. Donc, un réseau B0 est plus petit qu'un réseau B10 ou B7, mais il va avoir des performances plus faibles. Approximativement, le temps de calcul augmente d'un facteur 2 phi. Donc, si je passe de 1 à 2 pour phi, eh bien, je viens de doubler la quantité de calcul. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence par déterminer quelle est la puissance de calcul disponible sur mon système. Et après ça, on peut choisir le coefficient phi pour après ça créer soit notre propre réseau ou prendre un réseau déjà pré-entraîné avec le coefficient phi qui est le plus proche de notre budget de calcul disponible. Ce qu'on voit apparaître dans cette figure, c'est ce phénomène de la loi des rendements décroissants. Si vous mettez vos œufs tous dans le même panier, par exemple, si vous ne faites qu'augmenter la largeur de votre réseau, ce qu'on voit, c'est bien entendu à mesure que j'augmente la quantité de calcul disponible, c'est-à-dire que je mets plus de filtres, donc que je consomme plus de flops, on voit que vous avez bel et bien une augmentation de la précision en top 1. Même chose si vous augmentez la résolution en pixels ou si vous augmentez la profondeur ici en bleu. Donc, on voit qu'on augmente toujours, mais on assiste à un phénomène de saturation, donc cette fameuse loi des rendements décroissants. Alors, au lieu de mettre tous nos œufs dans le même panier, pourquoi ne pas les établir entre la largeur, la profondeur et la résolution? Et c'est exactement ce qu'on a vu dans la diapositive précédente, où on avait cette loi pour répartir la profondeur, largeur et résolution. Et on voit en rouge ici justement le fait que de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais plutôt de répartir le calcul sur différents éléments, donc la largeur, la profondeur et la résolution, eh bien, on voit qu'on est capable d'atteindre des résultats largement supérieurs pour un même budget de calcul. Ici, à peu près 2 gigaflops. Donc, vous voyez comment vous avez un écart ici de 2 un écart ici même qui augmente environ à 2,5 Le bloc de base qui est utilisé pour faire le calcul dans les réseaux de type EfficientNet. 2 éléments importants. On va utiliser des Depthwise Separable Convolution. On voit ici des 5 par 5 ou des 3 par 3. Donc, le DW, c'est pour Depthwise Separable, avec les convolutions 1 par 1 par la suite. Aussi, on peut utiliser du Squeeze and Excite. Rappelez-vous ce que vous avez dans le Squeeze and Excite. Vous avez une couche vous faites du Global Average Pooling sur les feature maps. Vous avez un réseau pleinement connecté, une relue pleinement connectée. Donc, ceci correspond au bottleneck. Après ça, la sigmoid pour s'assurer que la sortie de notre réseau fully connecté est entre 0 et 1. Et après ça, on vient rebalancer nos différents feature maps. Mais important, l'utilisation des depthwise convolution, depthwise and pointwise, va permettre d'avoir des réseaux qui contiennent moins de paramètres et qui sont plus efficaces en calcul. D'où le terme EfficientNet, c'est vraiment ce qu'on cherche à minimiser. C'est le temps de calcul nécessaire pour obtenir une certaine performance en classification. On voit ce même phénomène sur cette figure ici. Donc, à la base ici, j'ai le budget de calcul, donc le temps de calcul que ça prend à effectuer une inférence, donc un budget en gigaflop. On voit les architectures de type ResNet. On voit qu'ils sont situés en bas ici. Donc, pour un budget pour un temps de calcul fixe, on voit que les performances sont relativement faibles. On a Inception V2 qu'on a vu précédemment, DenseNet, Inception, ResNext, ainsi de suite, Squeeze and Excite Network. Donc, on voit que ces réseaux-là ont des performances qui sont bien, mais déjà, il y a les réseaux ici qu'on appelle AmoebaNet, qui ont été des réseaux qui ont été trouvés par ce qu'on appelle du Network Architecture Search. Donc, c'est une méthode où automatiquement on modifiait l'architecture du réseau, on les testait, puis après ça, on améliorait l'architecture directement à l'aide d'un optimiseur. La famille EfficientNet qu'on voit ici est conçue à la base à l'aide de convolutions de type depthwise pour être capable de ménager le plus possible le calcul et l'espace mémoire. Eh bien, on voit ici que cette famille domine largement les autres types d'architecture. On voit un écart quand même ici de près de 4% en top 1.
Au final, justement, parce qu'on utilise des depth-wise convolution, on voit que EfficientNet est beaucoup plus petit et aussi beaucoup plus rapide que d'autres architectures. Ça constitue donc un excellent choix de réseau pour faire des systèmes de type CNN modernes, particulièrement si vous avez un budget de calcul qui est limité, ce qui est le cas, par exemple, pour les appareils mobiles ou les systèmes embarqués. En résumé, EfficientNet constitue un état de l'art très populaire. Il est offert en 8 versions différentes selon la quantité de calcul que vous avez de disponible. Ça va aller de EfficientNet B0 à B7. Et le facteur ici, c'est essentiellement le scaling factor qui est utilisé pour créer qui a été utilisé pour créer l'architecture. Et après, ils ont été entraînés sur ImageNet. Ils sont rapides d'exécution parce qu'ils utilisent la Deploy Separable Convolution. Ils sont aussi petits pour la même raison. Et fonctionne très bien aussi pour faire du transfer learning, donc ça constitue, comme je disais, un excellent choix pour faire des CNN.